Merci d'être avec nous pour la seconde partie de Midi News. À la une de l'actualité, la réponse du régime algérien. L'Algérie affirme qu'elle ne cédera pas aux menaces, alors que le Premier ministre a déclaré tout à l'heure qu'il y aurait des décisions. Vous le savez notamment après l'attaque islamiste à Mulhouse. Nous en avons largement parlé avec l'ancien ambassadeur d'Algérie, Xavier Driancourt. Autre information, c'est ce conseil interministériel sur l'immigration. Ce sera tout à l'heure et nous allons en parler, et je le salue, avec Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, des chiffres, des faits, pour un débat passionnel. Je salue également Denis Jacob. Merci d'être là, ancien policier, directeur de Sécurité Consulting. On va parler notamment avec vous de cette attaque, cet homme qui a attaqué d'abord, c'est ça l'information, qui a attaqué des policiers qui avaient un couteau dans chaque main et qui a été neutralisé, comme on dit. Mais tout d'abord, alors à l'instant, l'immigration, c'est lié quand même à ces individus dont on parle, qui sont sous le coup d'une OQTF et qui ne sont pas repris. Alors là, c'est vrai que 14 fois pour l'assaillant de Mulhouse. On va en parler avec vous, notamment Denis Jacob. À l'instant, l'Algérie alerte sur des conséquences incalculables et dénonce une nouvelle provocation après les premières sanctions de la France. Je vous rappelle. Conséquences incalculables. D'accord. Bon, ça, c'est une menace. C'est vrai que ce qui s'est passé, Denis Jacob, pardonnez-moi, je reviens vers vous. Ce qui s'est passé à Mulhouse, je veux dire, c'est pas même plus que ce n'est plus audible. Je veux dire. C'est plus du tout audible. Les policiers sont en première ligne pour le constater au quotidien sur le terrain. Et quand on apprend que l'attentat commis par cet individu est la conséquence d'un refus de l'Algérie à 14 reprises de l'accepter sur son territoire, à un moment donné, et moi je regrette, c'est bien qu'il le fasse, mais je regrette qu'on fasse un conseil sur l'immigration pour faire le constat que les policiers font depuis des années. Depuis des années, la problématique des centres de rétention administratifs et du nombre de places, le fait de la possibilité qu'un OQTF puisse très rapidement être mis en liberté, qu'il puisse faire des recours sur son OQTF. Bon, à un moment donné, il faut siffler la fin de la récréation et puis dire stop. Enfin, moi, c'est ce que je portais avant en tant que responsable syndical policier. C'est ce que je continue à porter. Un OQTF doit rester en centre de rétention administrative tant que le pays d'origine ne l'a pas récupéré. Mais vous savez, cher Denis, la question, mais regardez où nous en sommes. Nous sortons quand même d'une semaine où un maire est passé devant un juge parce qu'il a refusé de marier un OQTF. Nous sommes sur les droits familiaux plus que de savoir s'il doit rester en rétention. J'ai suivi le sujet jurisprudence du Conseil constitutionnel. J'ai suivi cette affaire. Et effectivement, là où le gouvernement doit taper du poing sur la table, c'est sur toutes les mesures qui sont à sa disposition pour qu'un pays qui refuse qu'un ressortissant ne revienne, soit contraint. Ça peut être une remise en question du financement de l'aide au développement. Ça peut être une réduction du nombre de visas accordés. Il y a une panoplie de mesures. Il y a des mesures. Mais vous avez vu la réponse, là. Comment vous l'analysez ? Parce que des conséquences incalculables... c'est un ultimatement. Quelqu'un qui veut une menace, c'est une menace, un ultimatum qui est lancé à la France. Mais quand de toute façon... on a une oreille sourde en face de nous pour récupérer ces ressortissants. Je veux dire, aujourd'hui, on n'en est plus à entendre la menace. À un moment donné, il faut que l'État français montre sa force et dise, c'est comme surtout, ça ou c'est fini. Et rappelons combien c'est un homme qui a attaqué des policiers au couteau à Dugny en Seine-Saint-Denis a été abattu. L'homme était porteur d'un couteau à chaque main. Il s'est jeté sur les forces de l'ordre. L'un des policiers a d'abord fait usage de son pistolet électrique qui est resté inefficace parce que l'individu portait plusieurs couches de vêtements. Et c'est là qu'un autre agent a fait usage de son arme. Je voudrais tout d'abord qu'on écoute le maire adjoint à la sécurité de la ville, et puis on en parle juste après. Un SDF a brandi des couteaux envers les policiers nationaux qui passaient par là, donc il était apparemment très énervé, etc. Donc ils ont essayé de le raisonner, de le calmer. Ça ne marchait pas, ils ont essayé avec un PIE de l'arrêter, mais hélas, il avait des couches de vêtements très importantes sur lui, ça n'a pas marché. Et il a brandi des couteaux, il est venu vers les policiers avec les couteaux, peut-être dans l'idée de faire quelque chose. Et donc les policiers ont été obligés de sortir leur arme létale. Alors, et on a appris que, regardez, puisque c'est une enquête, quand il y a maintenant un mort, eh bien, le policier auteur du tir est en audition libre. Oui. De sources policières, pas en garde à vue. C'est plutôt une bonne chose. Oui. Je ne vais pas revenir sur les affaires du passé où
On a eu des mouvements de mécontentement légitimes des policiers où, avant même qu'une enquête soit terminée, le policier était au mieux suspendu, au pire placé en détention provisoire. Donc moi, je suis de ces partisans de dire que tant qu'une enquête n'est pas close, une mise en détention provisoire d'un policier ne se justifie pas. Là, en l'occurrence, à Duny, il faut souligner le sang-froid et le professionnalisme des policiers, parce que vous savez, j'y étais moi-même confronté dans ma carrière. Vous avez 1 millième de fraction de seconde pour savoir si vous allez tirer ou pas, et si vous êtes dans les conditions de la légitime défense. Là, les collègues, ils ont pris le temps d'essayer de neutraliser, avec une arme non létale, la personne qui était très menaçante. Le maire adjoint l'a rappelé, il avait un couteau dans chaque main, particulièrement agressif. Alors, a priori, il s'agirait d'un sans-domicile fixe, puisque des informations que j'ai pu avoir très rapidement, il y a quelques instants, il serait connu de la ville de Duny comme étant un sans-domicile fixe. Donc ça sera l'enquête qui déterminera effectivement l'identité qui n'est pas encore connue. Mais les policiers ont réagi comme ils le devaient et en finalité, ils n'ont pas eu d'autre possibilité que d'utiliser l'arme de service pour neutraliser. Après quand même avoir utilisé le pistolet électrique. Donc vous voyez quand même le sang-froid. Toutes les mesures, ils ont pris toutes les mesures avant d'utiliser l'acte ultime de l'arme à feu. Mais quelles que soient les motivations, le mobile, le porteur de couteau, cette épidémie, vraiment, cette litanie d'utilisation du couteau, alors c'est pas le couteau en tant que tel, hein, c'est surtout la violence, évidemment. Pourquoi un individu, alors semble-t-il, SDF, connu de la ville, s'en prend ainsi à des policiers peut-être qu'il côtoie d'ailleurs assez souvent dans la ville. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'aujourd'hui, les représentants des forces de l'ordre sont devenus des cibles. Alors soit vraiment c'est ciblé parce que c'est l'uniforme, soit il y a quand même des cas psychiatriques et qui restent, etc. Mais à la fin, c'est toujours la même chose. Alors malheureusement, je dirais, ça fait partie de notre métier et c'est pas nouveau. Que nous sommes des cibles. Hein. Je rappelle quand même la grande manifestation de policiers en 2001, où on avait mis une cible dans le dos lors de nos manifestations en marquant « on n'est pas des lapins ». On n'est pas là pour être tirés comme des lapins. Hein. C'était suite à l'affaire des 2 policiers qui avaient été tués par le criminel dit le chinois dans le Val-de-Marne à l'époque. Donc malheureusement, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que la violence est exponentielle, de plus en plus forte. Et ce qui est le plus compliqué pour nous, c'est que sur une intervention au départ, somme toute, a priori banale, peut se transformer en un drame. Et ça, c'est le quotidien dans toutes les missions, que ce soit les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux. Et les agents pénitentiaires, vous voyez où je veux en venir avec l'ennemi public numéro 1, l'ancien fugitif Mohamed Amra, avec quand même cette phrase du garde des Sceaux qui a reconnu une faille et la mauvaise appréhension de la dangerosité de cet individu. Alors maintenant, on nous donne par le menu presque comment il va vivre, mais c'est dans la prison. Comment le policier que vous êtes voit tout ça? Là, on sait combien il va se promener, combien d'heures, qui va téléphoner, s'il va croiser quelqu'un. Pourquoi tous ces détails? Alors déjà, moi je suis choqué, hein, je le dis très clairement, et j'ai plutôt une pensée pour les 2 collègues de la pénitentiaire qui ont été tués et leurs familles qui sont endeuillées à vie, hein, qui vont subir les conséquences pendant toute leur vie. Je pense que Gérald Darmanin est dans une démarche de communication par rapport à toutes les annonces qui ont été faites sur le gros centre réservé aux plus gros 100 narcotrafiquants, et de montrer qu'il y a vraiment une volonté des autorités d'être fermes dans l'enfermement de la personne avec une restriction. Mais quand on va en prison, on n'y va pas pour avoir des libertés. C'est tellement normal pour les citoyens. On n'y va pas pour avoir des libertés, enfin je crois pas. On y va plutôt pour justement être bel et bien enfermé et ne pas avoir... Il y avait des massages alors. Oui, mais vous savez, c'est comme les déclarations qu'il a fait. On n'a jamais... en prison, c'est pas une colonie de vacances quand même. Quand on voit... Alors Olivier, excusez-moi aujourd'hui... J'avais pas terminé. En maison d'arrêt, quand on voit le taux de surpopulation, on ne peut pas dire que les conditions de détention, c'est la colonie de vacances. D'ailleurs, nous sommes condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme. Je suis d'accord avec vous sur la problématique de surpopulation carcérale, mais enfin, vous savez, vous avez des détenus qui ont bien plus de
de choses mises à leur disposition pour occuper leur temps que des Français n'ont pas les moyens de s'acheter. Hein. Télé, console de jeu, table de ping-pong et autres, j'en passe des meilleurs. Ce sont d'ailleurs les gros truands qui, en prison, j'ai bien connu Ferrara, bénéficient du régime le plus favorable parce qu'en général, ils font peur. Et deuxième élément, c'est le pédopsychiatre Maurice Berger qui avait énoncé cette évidence en disant il faut que le régime en prison soit tout de même plus contraignant que celui qu'ils vivent à l'extérieur. Sinon, ils ont envie de continuer à l'extérieur. Cette surcommunication sur ces centres pénitentiaires peut-être ça peut un jour nous revenir en boomerang, parce que le jour où il y aura, et on l'espère absolument pas évidemment, mais il peut y avoir une évasion, un risque d'évasion. D'ailleurs, je crois que il y a déjà eu un attentat en plus dans cette prison, me semble-t-il. Une attaque. Je ne sais pas si ça Condé sur Sarthe, qu'il y en a eu, mais je ne sais pas si ça. On en avait parlé il y a quelques années. Le jour où il y a quand même un problème, là, on va se dire attendez, vous nous avez promis la plus haute sécurité, les conditions extrêmes, et regardez qu'il y a quand même des failles. Très clairement, Sonia, moi, je ne suis pas convaincu de l'efficacité de la mesure qu'ils souhaitent prendre. L'exemple italien, on est d'accord. Par exemple, parce que imaginez qu'on mette au même endroit les 100 plus gros narcotrafiquants, là, c'est pas une petite évasion par hélicoptère qu'on va avoir, c'est peut-être des actions armées, lourdement armées, pour libérer des gros bonnets. Et quand Gérald Darmanin il dit on n'est pas à l'abri à ce que ça se reproduise, enfin, c'est pas nouveau, hein, je vous rappelle Redouane Faïd, il s'est évadé combien de fois 3, 4 fois, je crois. Bon, donc, je crois, Denis, tout de même, de la part d'un garde des Sceaux qui a l'honnêteté de dire qu'il avait commis une erreur avant, parce qu'il avait... C'est tellement rare que, pour ma part, je le félicite. Non, mais je ne remets pas en cause la démarche de Gérald Darmanin. Il faut trouver des solutions pour éviter justement qu'une évasion comme celle-là se reproduise. Mais je suis pas sûr... Il a fait un déplacement en Italie. Est-ce que l'exemple italien qui est de... Mais je peux poser une question. Quand on avait dit pour les islamistes les plus dangereux qu'il fallait les regrouper, puis après on s'est dit non, c'est un nid à radicalisation, comme si de toute façon ils avaient besoin les uns des autres pour se radicaliser, mais on s'est dit mauvaise idée. Là, j'espère qu'on ne va pas détricoter ce qu'on va essayer. Mais en fait, si vous voulez, l'idée est bonne, mais à condition que, on ait un établissement qui soit hyper sécurisé, ultra sécurisé, justement, pour le placement de ces individus-là. Je suis pas sûr qu'on ait le bâtiment. C'est ce que le garde des Sceaux annonce. Je suis pas sûr que le bâtiment il existe à ce jour. Et puis derrière, il faut les moyens matériels et les moyens humains. Et aujourd'hui, a priori, on les a pas. Donc l'idée, mais il faut que derrière, il y ait tous les moyens immobiliers, mobiliers, humains. Il en est très conscient. Alors, ce régime d'isolement, il a débuté. Nous sommes sur place devant devant ce centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe avec notre journaliste Adrien Spiteri. C'est vrai, Adrien, que nous avons vraiment tous les détails de cette incarcération et de cet isolement. Oui, exactement. Sonia, Mohamed Amra a donc passé ici sa première nuit en détention au centre pénitentiaire de Condé-sur-Sarthe, une prison de très haute sécurité. Elle fait d'ailleurs partie des prisons qui pourraient accueillir à partir de juillet prochain les 100 plus gros narcotrafiquants français. Ce matin, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a donné des détails sur les conditions de sa détention. Il va être surveillé 24 heures sur 24. Ses balades quotidiennes dureront qu'1 heure. Il sera évidemment tout seul et toutes ses conversations téléphoniques également seront écoutées. Mohamed Amra, il a été mis en examen hier pour meurtre, tentative de meurtre et évasion, le tout en bande organisée. Cette évasion, elle avait eu lieu en mai dernier. Ce jour-là, 2 agents pénitentiaires avaient perdu la vie dans une attaque à la voiture bélier et au fusil d'assaut. Depuis, Mohamed Amra était en cavale, 9 mois de cavale. Il a été retrouvé samedi avec de l'argent liquide et de faux papiers sur lui. Selon la police roumaine, Mohamed Amra tentait de changer d'identité, de faire de la chirurgie esthétique avant de partir en Colombie. Il aurait été aidé également par 2 complices, un Albanais et un Français. Depuis son arrestation, plus de 20 gardes à vue ont eu lieu. Pour le moment, Mohamed Amra clame toujours son innocence. Il a gardé aussi le silence face au juge hier soir. Pour le moment, Mohamed Amra risque la prison à perpétuité. Merci beaucoup Adrien Spiteri. Et qu'on apprend par Adrien qu'il a aussi gardé le silence. Donc de toute façon,
Compte tenu de ces premières réactions, toute coopération semblait illusoire, mais on va suivre cela de près. Rappeler aussi, évidemment, d'abord c'est la mémoire de ces 2 agents pénitentiaires, pères de famille abattus froidement, et cette attaque à l'arme lourde, des armes de guerre. Scène de guerre. Et scène de guerre. Oui, on ne peut pas croire qu'il n'y avait pas une organisation criminelle derrière cette évasion. Ils ont tué immédiatement. Et moi, je suis assez choqué. Bon, je ne veux même pas reprendre ce qu'il a dit, mais qu'un média puisse retransmettre comme quoi il n'y avait pas de quoi pleurer. Enfin, franchement, non, nous ne l'avons pas fait, effectivement, mais c'est cette phrase qui... Honnêtement, moi, je suis sidéré qu'on puisse donner une tribune... Une tribune qui renforce, qui valorise... Denis Jacob, qu'il ait traversé ainsi l'aéroport international de Bucarest comme s'il allait chercher sur le tapis roulant son... Alors, Sonia, si vous me permettez... Mais pourquoi on ne peut pas prendre du tarmac directement dans une voiture? C'est ce qu'ils auraient fait en France. C'est ce qu'ils auraient peut-être fait en France. Après, chaque police fonctionne différemment, mais il faut quand même souligner... C'est déjà bien qu'on ait bien coopéré ensemble. Voilà, il faut quand même souligner qu'il y a eu un travail particulièrement efficace et dans l'ombre de cette police judiciaire qu'on a voulu démanteler il n'y a pas si longtemps que cela, qui a fait un travail très efficace dans une coopération européenne tip-top, parce que il ne faut pas oublier qu'Amra est interpellé et que dans le même temps, quasiment, il y a des interpellations partout en Espagne, en Normandie, et que ça démontre bien l'organisation d'enquête qui a été mise en place par la police judiciaire pour que simultanément, tous ceux qui sont dans cette affaire de près ou de loin, soient interpellés en même temps pour éviter des fuites. Et ça, c'est quand même particulièrement à souligner. Il nous reste quelques minutes. Vous le savez, on évoque l'émotion autour de la fermeture de la chaîne C8. Beaucoup de réactions politiques, je vous le disais. On va tout d'abord... Voilà. C'est une réaction, Denis Jacob. Moi, je suis un téléspectateur comme tout le monde, et moi, je suis particulièrement choqué de la fermeture de C8, comme Énergie 12 d'ailleurs. Oui, vous avez raison de le rappeler. Parce que on ferme C8, comme argument, c'est le procès de Cyril Hanouna et de TPMP. Une émission que je ne regarde pas, je le dis très, très honnêtement, mais par contre, je regarde d'autres émissions sur C8, et notamment celle pour laquelle j'ai un attachement, puisque j'adore les animaux. Cette émission animalière, où les deux présentatrices ont fait beaucoup pour faire avancer la cause animale et le travail de la SPA en diffusant régulièrement des émissions. Et j'ai vu d'ailleurs la dernière. Beaucoup d'émotions. Et franchement, quand on sait que derrière, on a 400 personnes qui vont perdre leur emploi, elles retrouveront peut-être, mais il y en a qui retrouveront peut-être pas.